Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous convions au Café Libre pour débattre autour des actualités du logiciel libre avec Bouquinette, Vincent Calam et Pierre Bessac. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission une chronique de Laurent et Laurette Costi intitulée La technique du loup concentré recroquevillé. Et en fin d'émission une chronique de Luc intitulée Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 25 mars 2025. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred, bonne émission. Merci. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Alors la dernière chronique date de décembre 2024 et je sais que ça vous manquait, une chronique dans laquelle on apprend des choses et on se marre aussi. Le thème du jour, la technique du loup concentré recroquevillé. Hello malouloutre, ça fait un bail qu'on n'a pas squatté la bande FM pour raconter majoritairement des trucs inutiles avec quelques tips habilement dissimulés et 2 ou 3 informations badass comme disaient les jeunes d'il y a 10 ans. Je confirme, notre dernière chronique c'était le 10 décembre 2024. On avait réussi à glisser la loi numéro 2016-483 du 20 avril 2016 qui punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la révélation ou la divulgation par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales. Les années se suivent et se ressemblent. Un article du Monde du 17 janvier 2025 titrait « Stravalix, des dates de patrouille des sous-marins nucléaires français dévoilées par l'imprudence de membres d'équipage. J'étais pourtant persuadé que le cri d'alarme « que nous avions poussé tous les deux dans la dernière chronique avait été écouté par les plus hauts gradés et qu'ils avaient pris leurs responsabilités. » Eh oui, moi aussi, mais tu sais, on n'était pas loin de Noël. Ils avaient sans doute encore à faire des emplettes et à acheter des mitraillettes en plastique à leurs enfants ou petits-enfants. Ou pire, une montre espion connectée. L'état-major n'avait donc pas le temps d'écouter notre superbe chronique malgré toute la qualité intrinsèque qui transpire à chaque fois qu'on l'écoute. Ça veut dire quoi, intrinsèque ? Je sais pas, un TGV qui roule sous le soleil ? Je suis pas sûr. En tout cas, j'espère qu'ils ont privilégié les mitraillettes en plastique devant les montres connectées. C'est plus inoffensif, même si je ne pensais pas dire ça un jour en tant qu'objecteur de conscience. Mais on pourrait faire 42 chroniques sur le sujet, donc poète, passons à des choses plus sympathiques. Des choses plus modestes aussi, que la sécurité nationale, mais importantes après tout. Il faut que je te raconte mes premières impressions de mon nouveau travail. Oh, je serai ton oreille attentive, nettoyée de tous ces rumens, et saurai te poser les questions qui vont bien pour éclairer cette nouvelle expérience. Oh, dis-moi tout. Est-ce que ça faisait une machine à café, par exemple ? Une cafetière thermos, oui. Oh, c'est bien. Et sur le système d'information, tu peux nous en dire plus ? Non, c'est top secret. Oh. Mais puisque c'est toi et qu'on est entre nous et que ça ne dévoile pas une date de plongée d'un sous-marin nucléaire ou l'identité d'un membre des unités des forces spéciales, je vais partager. D'abord, et c'est chouette, il y a un processus de migration qui vient d'être engagé dans l'association, ce qui m'a permis de découvrir en attendant les outils privateurs qui étaient utilisés. C'est extrêmement déboussolant de changer d'outil. J'ai vraiment un ressenti de foufou la loutre, de trucs vraiment mal conçus, mal organisés, mal pensés. Mais c'est juste finalement le fait de devoir changer tes habitudes qui te donne cette impression d'être complètement paumé et incompétent. C'est pas forcément les outils en eux-mêmes, si ?
Il y a beaucoup de ça, effectivement, même si ma mauvaise foi aurait envie de s'exprimer largement. Mais je vois aussi des choses que je ne soupçonnais pas. Par exemple, j'ai dû utiliser l'adresse Gmail qui m'avait été créée et je l'ai fait directement dans le webmail que propose Google. Alors à ce moment-là, combien de collègues as-tu décédé suite à cette contrainte qui te transforme d'habitude systématiquement en Hulk lanceur d'écran à travers l'environnement qui t'entoure ? C'est quand même des nouveaux collègues. J'ai essayé de me contenir et d'éviter de trop les agresser. C'est très très bien. Je suis vraiment fière de toi. En plus, t'es encore en période d'essai. Et si j'en crois mes cours de droit, le code du travail interdit d'abîmer un collègue pendant cette période. Et puis tiens, en passant, j'en profite pour passer un message à Léa, Antoine, Patrick, Magali, Alexandre, Mike, Perrine, Henri et Johan, le petit dernier. Si mon papa vous fait des embêtements au travail, par embêtement j'entends défenestration quelconque, n'hésitez pas à venir m'en parler, j'ai quelques gros dossiers. Alors justement, pour éviter que tu ne sortes ces gros dossiers-là, j'ai expérimenté la technique du loup concentré recroquevillé. Ah oui, la technique Teclocore pour les initiés. Ça veut rien dire quand c'est acronymisé, mais tout le monde n'a pas les compétences de Framasoft pour trouver des compressions qui veulent dire des trucs. Exact. Et puisque tu me le demandes, j'explique en quoi consiste cette technique qui, selon une source IA, remonterait à avant la Grèce antique. C'est une technique qui consiste justement à récupérer un vieil ordinateur qui traîne, le premier qui te tombe sous la main, à effacer le Windows qui est dessus et à installer un GNU Linux à la place. C'est redoutablement efficace pour redescendre, ça soulage. Un peu comme le caca du matin. Ah oui, t'étais vraiment à cran. T'avais des choses à sortir. C'est quoi donc qui t'a mis dans un état pareil ? Déjà, quand j'ouvrais une fenêtre pour écrire un mail, ça ouvrait une toute petite fenêtre avec le logo de l'assaut qui prenait tout l'espace. Bien sûr, c'est sans doute paramétrable, mais j'ai trouvé ça étonnant que ce soit l'affichage par défaut. Donc tu as reformaté Google et tu as installé GNU Linux. Qui se moque de son père à Noël aura moins de cadeaux, dit le dicton. Oh non, je n'aurai pas de montre connectée, je suis tristesse. Et du coup, tu as trouvé le paramètre pour améliorer l'affichage ? Je n'ai surtout rien cherché. D'une part, il est prévu de changer de fournisseur mail bientôt, et d'autre part, un autre paramètre m'a convaincu de gérer autrement mes mails pro. Lorsque tu es sur le webmail de Google, uBlock Origin s'affole, et je ne m'attendais pas à de tels scores. Figure-toi qu'en laissant ouvert le navigateur une vingtaine de minutes, uBlock Origin détecte et bloque plus de 130 requêtes non utiles pour l'affichage et la gestion des mails. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est uBlock Origin et qui n'écoutent pas nos chroniques, vous gagnez un blâme. Bah oui, on l'a déjà dit dans des chroniques précédentes et on va devoir le répéter rien que pour vous. On vous le redit et on insiste, écoutez nos chroniques et celles des autres et l'émission complète libre à vous, tiens, tant qu'à faire. Il paraît que ça fait revenir la femme ou l'homme aimé et que ça fait éviter la prison au Monopoly. Je rappelle qu'au bout de 10 blâmes, une personne vient chez vous, sonne à votre porte si vous avez une sonnette, et vous demande d'adhérer ou d'augmenter votre cotisation à l'April. C'est bien de le préciser, oui. Donc, comme notre fibre pédagogique est naturelle et non synthétique, on vous réexplique ce qu'est uBlock Origin. On vous recommande de l'ajouter au navigateur Firefox. Comme dit le site, c'est une extension pour navigateur gratuite et multiplateforme, servant à filtrer le contenu indésirable de manière pratique. Depuis sa naissance en 2014, le projet uBlock Origin refuse toujours les dons, je cite, et conseille plutôt à tous ses clients, utilisateurs et soutiens de faire des dons aux gérants des listes de blocage. Pour comparer, j'ai ouvert dans mon navigateur l'interface web de gestion des mails que me propose mon petit fournisseur d'accès français respectueux des utilisateurs et utilisatrices que je paye 15 € par an pour ce service. Résultat, 0 élément détecté. 3 points d'exclamation. Ça fait quand même une belle différence. D'autant que depuis qu'on en a parlé tout à l'heure, le compteur sur la page Google est monté à 180 et ça ne cesse d'augmenter. Eh ben, puis avec notre niveau de compétence, difficile de savoir à quoi servent précisément toutes ces requêtes vers des serveurs tiers. Mais globalement, ça sert surtout à affiner un profil consommateur pour cibler la publicité, et puis sans doute entraîner de l'IA. Tout ce qu'on veut, quoi. Mais on vient vous faire la preuve qu'on peut gérer des mails sans tout ça. Et c'est pour ça que je recommande la bonne vieille méthode, utiliser un client lourd comme Thunderbird. Lourd, c'est-à-dire un programme installé localement sur votre ordinateur. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si un bloqueur de pub est installé et fonctionnel. Mais le paramétrage initial d'un courrieleur libre comme Thunderbird est souvent une barrière par rapport à un service en ligne qui demande qu'un identifiant et un mot de passe par exemple. C'est juste, et j'ai 2 remarques au sujet de Thunderbird. D'abord, le processus de connexion d'un nouveau compte s'est beaucoup amélioré. Et aussi, c'est important de comprendre ce qu'il se passe entre son ordinateur et le serveur. Je crois qu'on a déjà parlé des protocoles POP et IMAP, mais de toute façon, comme il y en a qui écoutent pas...
J'ai eu un échange avec mon nouveau collègue Alexandre qui est super. Il m'a dit « J'espère qu'on va pas être obligé d'utiliser Thunderbird ». Il semblait réellement traumatisé. Après quelques échanges, j'ai compris qu'il avait de longue date un usage avec un protocole, sans doute l'IMAP, et que lorsqu'il est passé sous Thunderbird, le paramétrage avait été fait avec l'autre protocole sans qu'il le sache. Du coup, le comportement n'était pas du tout celui qu'il attendait, et il a gardé le souvenir d'un truc qui marche pas. Je comprends. Quelle histoire, Madame Blacard. Je le rassure, il ne sera de toute façon pas obligé avec les nouveaux mails d'utiliser Thunderbird. Je saurai appliquer la technique du loup concentré recroquevillé et formater le premier ordinateur qui traînera. Et puis tolérance et compréhension, avec les 4 libertés du logiciel libre, sont les 2 mamelles d'une transition réussie. Oh la vache, tu vas aller chercher loin tes formules, hein. Bref, le temps file et j'ai une vie en dehors de tes podcasts en TGV sous le soleil malheureusement. Il va falloir conclure mon papounet-potam. Yep, je conclus. Non sans préciser que l'on va aussi migrer de Slack, solution propriétaire de messagerie instantanée qui tourne autour de 110 requêtes bloquées par uBlock, par Mattermost, hébergé par un chaton. Là encore, on devrait se sentir moins surveillé. Ah, d'ailleurs, rapidement, en parlant de surveillance, allez lire l'article de la Quadrature du Net sur le projet de loi français sur la surveillance ciblant le narcotrafic. Selon la Quadrature, il faut se méfier du narcotraficotage autour du texte de la loi, car, sous prétexte de protéger, on affaiblit les libertés individuelles. Bref, à lire pour la prochaine fois, il y aura un terreau. La bise, potapapam. La bise, ma puce au silicium, à l'arsénure de gallium, à l'aluminium et au cuivre. Ouais, il faut de plus en plus de métaux rares pour faire des puces. Et donc c'était la chronique de Laurent et de Laurette Costi à Cœur Vaillant, la voix est libre. Le thème du jour, c'était la technique du loup concentré recroquevillé. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, sera l'heure du Café Libre pour discuter autour de certains sujets d'actualité du logiciel libre. La pause musicale a été choisie par Bouquinette qui va intervenir dans le Café Libre. Nous allons donc écouter Le Tube par les Bretons de l'Est. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Je veux faire un tube, une machine à succès. Le hit qu'on entend dans les supermarchés pendant l'été. Cherche un standard, un refrain prêt à porter. Un slogan pour passer à la radio, à la télé. Ouais. Wabdabdobabedabdebdeba. Wabdobdabedabdebdambrebdeba. Wabdoubé. J'aimerais écrire une chanson engagée pour faire un duo avec Manu Chao ou bien le Che. Je te ferai une jolie chanson sucrée, un piège à filles, un truc à faire tomber même les mémés. Wabedabdobabedabdebdeba. Ah, si j'avais un papa dans le métier, j'aurais la marque, l'étiquette H ou M, ça serait le pied. Où est la muse qui couche sur le papier? Je lui dirai les mots bleus que j'écris avec l'encre de ses yeux. Je cherche un style, un genre, une identité. Le petit détail qui fait grimper la côte sur les marchés. Un jour il y aura mon nom sur tous les murs. Et dans les lieux publics il sera gravé au cabinet. Ouais. Wabedabdobabedabdebdeba. Wabedobabedabdebdeba. Wabedobabedabdebdeba. Nous venons d'écouter le tube par les Bretons de l'Est. La chanson a été disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous.
l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal et nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui au Café Libre pour discuter de certains sujets d'actualité du logiciel LibD, Libertés Informatiques. Alors, autour de la table avec moi, il y a Pierre Bessac. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Il y a Vincent Calam. Bonjour Vincent. Salut. Et à distance, il y a Magali Garnero, alias Bouquinette, car elle était un peu prise aujourd'hui, donc elle intervient depuis sa librairie. Bonjour Mag. Salut Fred. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, et je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et toutes les références dont on va parler dans l'émission du jour sont déjà disponibles sur la page consacrée à l'émission sur le site libreavou.org/240. Alors on va aborder un premier sujet, on va commencer un sujet d'actualité dont la presse n'a pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. C'est le week-end d'Assemblée Générale de l'April. Et donc Magali, c'est toi qui voulais un peu parler de ça, parce que le week-end dernier, il y a eu 2 Assemblées Générales de l'April. Ah, effectivement, le 15 et 16 mars, ça a été un énorme week-end avec plein de choses extraordinaires. Donc comme... Enfin, non, je peux pas dire comme à chaque fois parce que c'est pas vrai, c'est la 2e année qu'on le fait. Mais avant l'AG, on aime bien se faire des matinées avec des petites confs éclairs de 6 minutes. Ou un tout petit peu plus parfois, et où on parle de plein de sujets qui sont faits par plein de gens, et c'est extrêmement intéressant, même s'il faut se lever tôt puisque ça commence à 10h. Après, on a tous mangé, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait poser aux intervenants qui n'avaient eu que 6 minutes le matin, donc ça a fait vraiment un repas très animé au point de vue des conversations. Et puis on a repris pour une assemblée générale extraordinaire. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on fait pas souvent parce que cette année, et après Fred, tu pourras nous le confirmer, on a modifié les statuts de l'April. On les a rendus un peu plus inclusifs et puis surtout on les a mis au goût du jour. On a enlevé tout ce qui n'était plus valable et ainsi de suite. Et après, il y a eu l'assemblée générale ordinaire où, comme à chaque fois, bilan moral... exposé par plusieurs personnes, dont toi, Fred, dont Étienne, dont Isa, dont Laurent, dont moi. Et on a aussi la chance d'avoir deux jeunes du Chapril, Pichoum et Pilou, qui sont aussi venus nous parler de tous les services que propose notre petit Chapril. Précise que c'est le Chapril peut-être, parce que... le Chapril, c'est plusieurs services qui sont mis à la disposition des adhérents, mais pas que, par l'April. Donc on va y retrouver pas mal de services comme le DAT, je sais pas comment on doit dire, le DAT où on peut mettre des sondages en place. C'est pour des rendez-vous amoureux ou pas Si je le prononce à l'anglais, c'est vrai que ça peut prêter confusion. Non, c'est plutôt pour fixer des dates de rendez-vous ou faire des sondages, c'est ça ? Voilà, exactement, mais il y en a plein, il y en a plein des services du Chapril. Qu'est-ce que je pourrais vous parler aussi de tout ce qui est visioconférence avec donne peut-être le site Bibliothon. web tout simplement, parce que comme ça les gens vont... Vas-y. Chapril.org. Voilà, et donc il y a à peu près 14 services et il y en a un petit nouveau qui s'appelle bd.chapril.org qui peut permettre de faire des petits dessins de BD. C'est quelque chose qu'on avait mis en place pour la campagne du lama déchaîné en mode urgence et qui a été repris par un petit bénévole qui s'appelle Frédéric et que je salue s'il nous écoute, qui nous a même fait une conférence lors des confs éclairs du matin. Alors, donc c'est plein de services qui sont distribués gratuitement, librement. Le Lama déchaîné, c'est la campagne de soutien financier d'adhésion de fin d'année. Je te rappelle que nous sommes à la radio. Il y a peut-être des gens qui découvrent l'April aujourd'hui. Une campagne qui a eu beaucoup de succès et qui sans doute sera de retour courant de l'année. Donc les conférences éclairs, effectivement, c'est des sujets variés alors 6 minutes max pour permettre en fait d'enchaîner, sauf une personne effectivement qui a eu 9 minutes ou 10 minutes. C'était pas 7 minutes Non, c'était 6 minutes, Vincent. Pourquoi ? Non, il me semblait. Ah non, je t'assure que c'était 6 minutes max. D'ailleurs, Vincent, toi qui étais avant de poursuivre sur l'AG, peut-être avec Mag, toi qui étais présente à ce week-end d'AG, comment t'as trouvé ça moi j'étais à l'émargement l'après-midi, alors donc j'étais dehors, j'ai suivi de loin l'AG, mais oui, j'aime beaucoup le format des conférences éclairs parce que ça permet de voir plein de sujets pour lesquels on ne serait pas prêt à aller à une conférence d'1 heure en lisant le sujet. Donc c'est un très bon format de découverte. Je pense qu'il devrait d'ailleurs être utilisé plus souvent dans des réunions libristes
pour avoir cet aspect de présentation rapide. Voilà. Donc, je trouve que c'est un très bon format là-dessus. C'est un format classique dans beaucoup de conférences techniques. Alors, c'est pas forcément 6 minutes, ça peut être 10 minutes, mais c'est souvent assez classique. Enfin, on le retrouve souvent. Je crois d'ailleurs que bientôt, Magali, donc toi et Isabella Avani, donc ma collègue en charge de la vie associative notamment, et des projets, vous allez intervenir dans une conférence à Lyon en format éclair, mais une dizaine de minutes, c'est ça ? Ça doit être ça. J'étais pas au courant du fait qu'on avait que 10 minutes, mais oui, on va le faire. Alors peut-être que c'est une erreur de ma part. Je vais vérifier. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je crois que c'était une dizaine de minutes. En tout cas, voilà. Donc c'est à Mixit, c'est fin avril. On mettra les références sur le site. Donc oui, ça c'est les conférences éclair. Précisons que les conférences éclair donc étaient ouvertes à toute personne, membre ou pas de l'April. Les AG de l'après-midi, par contre, c'était réservé aux membres de l'April. Il y a au moins une personne qui a adhéré entre les deux, d'ailleurs, qui était venue pour faire une conférence éclair et qui est devenue 2. Ah bah très bien. Encore mieux, oui. Alors Pierre, si tu veux parler, tu parles devant ton micro. Je disais encore mieux. Ok, d'accord. Sens-toi libre d'intervenir effectivement sur la partie AG, même si tu n'es pas membre de l'April, tu as le droit de parler. Merci. Comment ça, il n'est pas membre de l'April ? Pas encore. Alors, tu sais qu'en plus, Pierre Bessac est l'une des personnes qui connaît l'April depuis le plus vieux. J'étais né avant sa naissance, c'est-à-dire. Oui, non, mais avec Pierre, on se connaît depuis très très longtemps. Donc. Alors par contre, je vais préciser que donc, sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavou./240, on a publié 2 références. Donc l'un des articles, c'est la publication du rapport d'activité, donc 2024, avec 70 pages et un résumé aussi d'une dizaine de minutes. Donc ça va permettre en toute transparence de voir ce qu'April a fait en 2024. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'Assemblée générale extraordinaire. C'était la première depuis une vingtaine d'années pour mettre à jour les statuts. C'était quoi l'objectif de mise à jour des statuts ? Tu as parlé de les rendre plus inclusifs ou de les rendre totalement inclusifs. C'était quoi l'objectif en fait ? Alors l'objectif, il était assez simple puisque c'était des statuts qui dataient de 2005, donc qui avaient à peu près 20 ans, qui étaient plus du tout d'actualité, qui faisaient référence à des situations qui n'étaient plus réalisables. Typiquement en 2005, quand on avait, je sais plus combien on avait d'adhérents, mais 500 adhérents, on pouvait encore faire des réunions tous ensemble. Mais là, à 2500, c'était pas possible, donc il fallait changer certains termes. Il y avait aussi la comptabilité de tiers ou la comptabilité de deniers. Voilà, la comptabilité de deniers, on savait même plus ce que c'était au CA. Donc, ça non plus, c'était plus valable. Il fallait vraiment leur donner un petit coup de propre, un petit coup de jeune. Et c'est ce qu'on a fait. Et on en a aussi profité pour, les rendre inclusifs. Alors, je dis tout de suite les rendre inclusifs sans point médian, puisqu'à l'April, on n'utilise pas le point médian, même si ça nous a été reproché par des personnes qui n'avaient manifestement pas lu les statuts. Mais voilà, donc on a vu le terme présidenteux arriver, trésorière arriver, des personnes membres. On a aussi beaucoup utilisé de termes épicènes. Et ça fait un joli petit coup de neuf. Et puis c'était très agréable à faire. Même si on l'a fait en plusieurs réunions, j'étais contente que ce soit aussi bien accueilli. Oui, parce que le vote a été massif en faveur de ces nouveaux statuts, à part effectivement quelques personnes qui ont considéré qu'effectivement c'était soit du temps perdu, temps inutile, ou simplement sont opposés à ce genre de modification. Je ne sais pas si vous avez un avis, soit Pierre, soit Vincent là-dessus, sur ce sujet. Moi, je lis jamais les statuts d'association. Mais simplement, je dis ça, mais c'est normal, mais les statuts, ça sert toujours en cas de crise. Donc c'est au moment où il y a des crises, que ça peut toujours arriver dans la vie d'une association, qu'on se rende compte que les statuts sont mal foutus. Donc c'est très bien de les avoir nettoyés. Je dis pas que l'April a un problème de crise, mais malheureusement, ce genre de texte, c'est à ces moments-là qu'ils sont utiles et qu'il faut qu'ils soient bien faits. J'aime bien lire les statuts de temps en temps, mais enfin un peu à dose modérée quand même, parce que c'est vite un peu pénible. Sur l'écriture, sur le point médian, je suis pas super fan du truc parce que je suis un grammar nazi de la typographie et je trouve que c'est utilisé de manière incohérente souvent. Donc j'aime mieux l'écriture inclusive, président ou présidente, etc. Enfin un truc explicite, puisque le point médian c'était censé au départ permettre une écriture plus compacte. Et donc il y a des gens que ça gêne. Moi ça me gêne pas, mais ça fait un peu jargon quand même. Et j'aime mieux l'écriture inclusive à l'ancienne, disons. Voilà, c'est peut-être mon côté vieux con, je ne sais pas.
Ah non, pas du tout, parce que il y a différents outils d'écriture inclusive, et dans la rédaction, modification des statuts pour les rendre inclusifs, dans la première étape, on a eu recours à Amélie Verne, et je cherchais le nom de la collective Écriture inclusive, qui est donc une spécialiste d'écriture inclusive, et justement dans les recommandations, enfin dans les demandes qu'on lui avait faites, c'était de ne pas utiliser le point médian, de ne pas utiliser de néologisme aussi. Alors un exemple de néologisme, c'est par exemple si je disais auditrice au lieu de dire auditrice et auditeur, pour faire un doublet. Voilà, on lui dit voilà, pas de point médian, pas de néologisme, parce qu'on effectivement, notamment les points médians, ça peut rendre la lecture un peu compliquée. Et puis on savait que des gens se bloqueraient rien que sur ce principe-là. Bon, ceci dit, certains se sont bloqués rien que sur ce principe-là, mais sans lire les statuts. C'est-à-dire qu'en partant du principe que, alors, effectivement, inclusif veut dire point médian. C'est un problème actuellement, c'est que les gens qui se battent contre l'inclusif, en fait, c'est plutôt des réserves vis-à-vis du point médian, effectivement. Et c'est pour ça que j'aime bien le fonctionnement épicène. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis bonjour tout le monde, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et il faut savoir que le terme membre, par exemple, est considéré aujourd'hui comme épicène, notamment par le Haut Conseil à l'égalité. Donc on peut dire un membre actif ou une membre active, en fait, c'est un terme épicène. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi le terme adhérente et adhérent, on a gardé le terme membre. Sur ces points de vue AG, avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah, il y a Vincent qui veut rajouter quelque chose. Juste préciser que l'AG était sur 2 jours, enfin l'AG était sur 1 jour, mais qu'on a eu un camp, on s'est retrouvés le. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Alors c'est quoi un camp, Vincent? Eh ben, oui, donc c'est une. Eh bien, c'est tout simplement une salle ouverte avec de la lumière, un peu de chauffage et une connexion Internet. Et on en profite pour avancer sur les dossiers ou débattre de sujets qui touchent à l'April. Donc, profitant du fait que des gens ont pu venir de plus loin pour l'AG, d'enchaîner. Puis comme ça, on est chaud, et on travaille là-dessus. Et on a eu un débat le matin sur l'IA, c'est très original, hein, et ensuite l'après-midi ça a été plutôt sur des groupes de travail qui ont avancé chacun un peu dans son coin. Alors l'occasion de remercier aussi la structure qui nous accueille, vu que c'est la FPH, Fondation pour le Progrès Humain, une structure donc qui a fait modifier son nom pour des questions d'inclusivité, parce qu'avant c'était Fondation pour le Progrès de l'Homme. Et j'en parle d'autant plus que Vincent nous a accueillis le matin, a ouvert les lieux, donc voilà, c'est un lieu super qui est en plus accessible dans le 11e arrondissement. Est-ce que c'est bon pour vous, Mag, sur cette partie-là ? J'aurais bien voulu dire que l'après-le-camp avait fini par des jeux de société en fin de journée, mais ça fait pas très travail, donc j'ose pas le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce que... Enfin, il y a des gens qui sont plaints que le fait qu'on travaille sur les statuts, ça a enlevé de la masse bénévole à l'April. Je voulais les rassurer en leur disant qu'on était suffisamment nombreux pour ne pas négliger d'autres dossiers quand on travaillait sur les statuts. Voilà. Nombreux et nombreuses, alors. C'est vrai. Bon, j'espère que tu as entendu la petite sonnette, Mag. Je ne sais pas si ça passe. Oui, j'ai entendu la sonnette. Je sais que ça fait plaisir. Donc, allez, on va passer au deuxième sujet qui a été proposé initialement par Pierre. Hein. Bon, c'est un peu malheureusement un sujet récurrent. Hein. Donc, je vais le laisser introduire, mais c'est simplement un nouvel open bar Microsoft, donc avec le ministère de l'Éducation nationale et également une migration de l'école polytechnique vers les outils dits de cloud de Microsoft. Donc, Pierre, c'est quoi le sujet? Oui, alors ça c'est mon thème récurrent de mon grand amour pour Microsoft que vous connaissez. C'est l'éducation nationale. Alors de ce que je comprends, c'est un marché qui vient d'être lancé, un marché public pour un montant entre 74 millions d'euros et 152 millions. Alors précisons, c'est un contrat. Le contrat a été signé. Ah, c'est déjà le contrat. Ah bah d'accord. Oui. Ok, j'avais pas compris ça. Et donc en fait, l'éducation nationale fait une énorme commande à Microsoft pour utiliser ces solutions, ce qui est un petit peu problématique en général, mais en particulièrement vu le contexte géopolitique avec des États-Unis avec un président qui n'hésitera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition, dont les Cloud Act, FISA et compagnie, pour accéder en fait accéder au contenu des utilisateurs européens des solutions des sociétés états-uniennes. Rappelle ce que c'est que FISA. Alors FISA, c'est Foreign Intelligence Surveillance Act, qui autorise en fait, qui oblige en fait même les fournisseurs états-uniens à donner accès aux données de leurs clients partout dans le monde
au gouvernement américain sur demande de la justice ou des services secrets. Enfin, c'est plutôt le Foreign Intelligence, c'est plutôt les services secrets. Donc en fait, vos données, même si Microsoft vous garantit le contraire dans un contrat, ce qu'il évitera probablement de faire, vos données peuvent être regardées à tout moment par les services secrets états-uniens. Il y a déjà eu des précédents en la matière de manière illégale, mais maintenant ça est fait de manière légale au sens de la loi états-unienne. Mais évidemment, c'est en contradiction avec les lois européennes comme le RGPD. Et donc, vu le contexte actuel où on a un président américain qui ne se considère même plus comme l'allié de l'Europe de l'Ouest, ça devient potentiellement très, très dangereux. Alors, pour l'éducation nationale, on peut supposer qu'il n'y a pas des choses secrètes, trop de choses secret défense à l'éducation nationale, mais c'est quand même... Alors, ça c'est le premier truc. Alors, tu fais référence avant de parler du deuxième, tu fais référence à la défense. Oui. On dit que c'est assez traditionnel, enfin, c'est malheureusement un problème traditionnel parce que historiquement, il y avait aussi un open bar Microsoft avec le ministère de la Défense. Alors c'est toujours le même principe, hein, c'est en général d'une durée de 4 ans avec des montants minimum, des montants maximum. Et puis ce qui est, comme à l'époque de l'accord 4 du ministère de la Défense, dont le premier avait été signé dans les années 2005 ou 2006, déjà à l'époque, dans le ministère de la Défense, il y avait des libristes parmi les services informatiques qui poussaient plutôt vers des solutions logicielles libres, et finalement une décision d'en haut leur impose un accord cadre avec Microsoft. Et là, on a un peu la même chose, parce que finalement, à l'éducation nationale, on recevait il n'y a pas encore très longtemps Alexis Kaufmann, donc qui est la direction du numérique éducatif, donc qui pousse autour du logiciel libre dans l'éducation nationale. Et là, il y a une décision qui vient d'en haut, un accord cadre qui en plus visiblement, et c'est ce que dit le Conseil national du logiciel libre, serait illégal parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il a été signé sans qu'il y ait eu d'appel d'offres, de gré à gré directement avec Microsoft. Alors le communiqué du CNLL est très intéressant parce qu'il est vraiment très détaillé sur les impacts juridiques, les risques, etc. Enfin, c'est vraiment à lire. On l'a mis en lien sur libreavou.org/240. Je rappelle, toutes les références dont on parle aujourd'hui sont sur libreavou.org/240, et si on en rajoute, si on en cite qu'on n'avait pas prévu, on les rajoutera avant le podcast. Fred, si je peux permettre une précision Étienne rapide sur cet open bar. En fait, en 2021, il y avait déjà eu un accord, un marché public passé sur à peu près le même périmètre. Alors, c'est pas exactement le même type de mise sous licence, etc., mais c'est même concession. La logique derrière étant que il y a déjà du Microsoft, et il faut pour les affaires courantes continuer à les utiliser. Là, ce qui ressort, c'est quand même qu'on est sur des montants bien supérieurs, et ce que ça rend évident, c'est qu'il n'y a aucune volonté, en tout cas, de sortir de cette dépendance. Parce que, alors c'est une chose de se dire, on a encore du Microsoft, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Ça peut se discuter, mais enfin voilà. En tout cas, l'augmentation de la somme et la continuation de ces accords et de ces formes de contractualisation attestent que vraiment il y a une absence de volonté politique au plus haut niveau et qu'elle est bien nécessaire pour en sortir. Alors ça, c'est l'éducation nationale. Magali, je te précise que si tu as vu intervenir, n'hésite pas. Il y a aussi Polytechnique. C'est ça dont tu voulais parler? Oui, alors il y a aussi Polytechnique, effectivement, parce que je trouve ça encore plus problématique, parce que Polytechnique, c'est à la croisée du militaire, des écoles d'ingénieurs et de la recherche, donc un endroit stratégique, c'est un endroit où on forme nos étudiants, donc on les habitue à des logiciels, donc en fait, Polytechnique vient de signer également avec Microsoft un contrat sur Office 365, donc la bureautique Microsoft. Alors je ne suis pas grand spécialiste, grand utilisateur de produits Microsoft, donc je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais a priori il doit y avoir des choses comme Teams et la messagerie. Ça regroupe effectivement la messagerie, tous les produits, et surtout c'est effectivement sur des zones gérées par Microsoft avec accès par les instances américaines si besoin, effectivement. Alors les problèmes là-dedans ils sont multiples. Déjà imbiber les étudiants qui vont bientôt sortir de l'école et entrer dans le monde professionnel d'idéologie, d'un écosystème Microsoft, ça omet de leur montrer qu'il n'y a pas que Microsoft, ça donne des gens qui sont persuadés que à part Microsoft il n'y a rien, parce que c'était littéralement les réactions sur les réseaux sociaux. Ok, si vous voulez pas qu'ils mettent Microsoft, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, les gens ignorent complètement qu'il y a d'autres solutions tout à fait utilisables. En plus, donc on est dans le domaine, on est dans une école qui a de forts liens avec les militaires, bien entendu. Donc il va y avoir de la recherche sur du secret défense, des choses comme ça. Il y a tout un tas de problèmes de confidentialité que ça pose sur la recherche de pointe. Et puis évidemment l'argent qui part chez Microsoft plutôt que l'argent public, oui. Voilà. Et
accessoirement, pas du tout accessoirement. En fait, en plus, il y a aussi un problème manifestement de concertation avec les chercheurs, puisque cette décision semble avoir été prise par la direction de manière unilatérale, et il n'y a pas eu de discussion pour vérifier que les utilisateurs, en fait, pressentis, étaient en accord avec ce type de choix, puisque le milieu recherche, c'est un milieu historiquement qui a été sur l'informatique et sur Internet avant que Microsoft débarque, donc qui est habitué à des solutions plutôt libres et universitaires. Donc leur balancer du Microsoft comme ça sans leur demander leur avis, c'est un petit peu rude, c'est un petit peu contre-culturel même. Magali, ton avis en tant que présidente de l'April? Moi, c'est la première chose que j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est que je suis pas surprise, mais ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment parce qu'encore une fois, les gens qui vont utiliser ces services ne sont pas consultés. On leur impose on lui impose du Microsoft, on les enferme. Du coup, les étudiants, c'est pareil. Non seulement ils sont enfermés dans Microsoft, mais ils n'ont pas la chance de découvrir autre chose. Et je me dis, il faut encore qu'on reparte au combat, alors que je pensais qu'avec la doctrine qui avait été remise à jour en juillet 2024, la doctrine technique du numérique au sein de l'éducation nationale, j'avais l'impression qu'on avait fait un pas en avant, quoi. Et quand je vois ce genre de choses-là, je me dis, non seulement on recule, mais ils ont toujours rien compris, quoi. Pierre, Vincent, tu veux réagir avant qu'on passe au sujet suivant? Oui, si j'ai bien compris, pour l'accord de l'éducation, il s'agit du personnel du ministère. C'est pas, ça concerne pas tous les profs et tout le monde. Hein. C'est rappelé. Et puis j'ai une petite pensée. Excuse-moi, mais les profs, il faudra déjà qu'ils aient des ordinateurs pour. Oui. Je le dis en toute connaissance de cause. Et ma femme étant elle-même prof, des ordinateurs à jour en plus. Hein, ouais. Ouais, très bien. Alors une petite pensée pour toutes les amies et les amis militantes du logiciel libre dans le monde de l'éducation. Il y en a quand même un paquet, et pour eux, ça doit effectivement être une annonce pénible à digérer, mais il y a quand même plein de choses. Et puis, je rappelle l'émission 206 sur le lycée Carnot de Libre à vous, qui montre bien tout le combat du logiciel libre dans le cadre d'un lycée. Voilà, très bonne émission. Voilà, et puis on va rappeler que le député Philippe Latombe a posé 2 questions écrites dont on attend évidemment la réponse incessamment sous peu, façon de parler évidemment, mais en tout cas on salue quand même sa constance sur ce sujet-là, et effectivement cet accord 4 concerne les agents de services publics et des services décentralisés. Voilà. Philippe Latombe a une action de long terme, c'est pas juste opportuniste de sa part, il a une action de long terme en faveur de la souveraineté. Il est un de ceux qui ont défendu aussi, qui ont demandé à ce que le HDH, le Health Data Hub du ministère de la Santé, ne soit pas sur moyens Microsoft. Voilà. Alors nos amis de la Quadrature nous rappelleraient que de côté de la vidéosurveillance algorithmique, c'est aussi un grand défenseur de la vidéosurveillance algorithmique, alors qu'elle a démontré aucun intérêt et au contraire plein de dangers. Mais c'était pas un sujet prévu aujourd'hui, donc on va pas en parler. Est-ce que ça vous va si on change de sujet? Ouais. Ok, un petit sujet, enfin pas un petit sujet, non, pas du tout. On quitte pas totalement d'ailleurs les effets de l'élection récente américaine, et puis aussi de tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec les évolutions très toxiques de Twitter, de ex-Twitter qui s'appelle maintenant X, de Meta suite à l'élection du président américain et un certain nombre de changements par rapport notamment à la diversité. Donc ça, je crois que c'est Magali qui voulait en parler, je me souviens plus, mais en tout cas je vais juste faire l'intro. Donc après son départ de X, des conseillers parisiens proposent que Paris crée un serveur Mastodon. Donc c'est un article de Thierry Noisette. Donc c'est un vœu des écologistes pour que des alternatives aux réseaux sociaux d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg soient mis en avant par la ville de Paris, et même d'aller jusqu'à créer un serveur Mastodon. Je crois que c'est toi, Magali, qui avait proposé ce sujet. Ah oui, moi dès qu'on peut parler du fait qu'il faut quitter Twitter, je suis toujours à fond. Et donc oui, je suis tombée sur cet article-là à travers les réseaux sociaux que je suis, où il disait que la ville de Paris, ville dans laquelle j'habite, donc j'étais toute fière, allait quitter X, j'étais contente, et qu'elle allait aller sur Blue Sky, un peu de déception, mais qu'elle allait aussi avoir un compte sur Mastodon. Alors forcément, la première chose que je suis allée faire, c'est sur mon Mastodon, aller chercher Paris pour voir si je la trouvais, même si c'est juste un compte miroir de Twitter. Il se trouve que je l'ai toujours pas trouvé, donc je sais pas où elle s'est référencée, puis contrairement à Blue Sky, il n'y a pas de lien pour Mastodon, mais je me dis que si les villes commencent à aller sur des réseaux comme Mastodon, ça va amener leurs habitants, et plus il y aura de gens qui seront sur ces réseaux-là, mieux ce sera. Alors, rappelle-nous rapidement ce qu'est Mastodon pour des personnes qui ne connaîtraient pas. Mastodon, c'est l'alternative libre et éthique de
X, ex-Twitter, c'est-à-dire une sorte de micro-blogging où on peut s'envoyer des messages, des images, on a chacun son profil, mais on peut discuter avec tous les gens qui sont sur notre propre instance, donc le serveur qu'on a choisi, mais compris sur les serveurs des autres instances, des autres associations. Typiquement à l'April, notre Chapril qui s'appelle pouet.chapril.org, c'est une instance libre, mais qui peut aussi discuter avec n'importe quelle autre instance. Et il me semble que Framasoft, la sienne, c'est framapiaf.org. Bref, c'est une sorte de réseau social énorme, ouvert, et c'est tellement mieux que Twitter. Pierre, Vincent, une réaction là-dessus ? Oui, quelques mots. Alors, je trouve la proposition plutôt bonne. Mastodon, c'est un logiciel diffusé de manière libre. C'est un logiciel libre à juste titre. Je ne sais pas comment dire, mais de manière évidente. Mastodon, c'est pas juste. Ça permet de se rattacher à un réseau qui a des protocoles ouverts. Donc, il n'y a pas juste Mastodon qui permet d'y accéder. Ça s'appelle le Fediverse. Et dessus, il y a aussi d'autres logiciels comme GNU Social. Enfin, c'est Mastodon le plus visible et plus connu. C'est tout à fait à la portée de la mairie de Paris de s'installer une instance Mastodon. Ça réclame un peu de boulot d'un informaticien, mais enfin, ça permet d'être autonome. Et alors, la seule petite difficulté de Mastodon, c'est que, étant décentralisé, c'est plus compliqué que sur un réseau centralisé pour trouver des personnes ou des contenus. Des fois, il faut un peu chercher une aiguille dans une boule de foin. Mais globalement, ça donne un résultat qui est très similaire à ce que fait Twitter, et sans les problèmes de propriétaire de Twitter, on va dire, ou de X maintenant, faut dire. Alors, juste avant de te redonner la parole, Magali, je vais simplement indiquer que nous avons consacré une émission à ce sujet-là. Mastodon, c'est l'émission 185, donc vous allez sur libreavou.org/185, vous retrouverez une émission avec Benjamin Sontag qui gère qui co-gère l'instance piai.fr, et Cécile Duflot, l'ex-ministre, actuellement directrice exécutive d'Oxfam France, qui a expliqué aussi pourquoi elle utilise Mastodon. Magali, tu voulais réagir, je crois. Oui, parce que cette semaine, j'étais à Malakoff et j'ai rencontré Renaud Chaput, qui est une des personnes qui travaille pour justement Mastodon, et qui m'a parlé d'une fondation qui serait mise en place pour récupérer des sous et ainsi de suite, mais qui lui était qui était en total désaccord sur le fait que des villes puissent avoir leur propre instance, puisque la question qui lui était posée, c'est est-ce que la ville de Malakoff doit avoir son instance, parce qu'il disait attention, si des administrations, des élus politiques ont leur propre instance, ils auront la possibilité de censurer ou de savoir ou de modérer les personnes qui discutent sur ces instances-là, et il n'était pas tout à fait chaud pour donner ce pouvoir-là à des villes à des villes en général, pas forcément comme Malakoff ou comme Paris. Voilà, donc j'avais bien aimé réfléchir sur ce sujet-là, parce que pour moi au départ j'étais à fond du genre ouais c'est trop cool, ainsi de suite, et puis finalement effectivement si des élus politiques commencent à avoir ce genre de pouvoir-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je ne sais pas. Alors, avant de donner la parole à Vincent, j'ai précisé que dans le vœu qui a été adopté suite à la suggestion des écologistes, une partie du vœu propose en particulier que la ville installe un serveur Mastodon dont les règles de modération soient décidées par les Parisiennes et les Parisiens. Je faisais juste référence à ça par rapport à la remarque de Renaud Chaput, qui est le directeur technique du projet Mastodon. Vincent, qui apparemment vient en plus se créer récemment un compte Mastodon. Qui découvre. Je n'étais pas du tout réseau social, et je me suis dit, faut que je me force, ne serait-ce que parce que en fait tout ça c'est un effet de club de nombre de personnes présentes, donc faut se forcer et puis s'abonner à tout le monde, parce que ça augmente le nombre. J'ai trouvé que le mouvement Hello Kitty c'était très bien, c'est-à-dire un mouvement où on a beaucoup d'organisations ont fait l'effort de quitter X, mais si c'était pour partir sur Blue Sky, effectivement les mêmes causes font les mêmes effets, c'est un peu problématique. Et juste une remarque, alors j'ai pas trop compris l'argument contre l'instance de Paris. Je trouve aussi un des intérêts de Mastodon et des instances différentes, c'est que ça, en mode de certification de qui dit quoi, ça a quand même son importance. Je pense qu'il y a dans le sens où si c'est je sais que si c'est un gouvernement qui a une instance, je trouve bizarre que
Dans le cas de Twitter, en fait, c'était la première personne qui prenait le pseudo qui avait l'identité. Alors que là, il y a quand même, avec le fait que Mastodon soit des instances différentes, c'est comme pour les sites web, on sait qu'il y a des instances qui sont plus fiables que d'autres. Ça fait partie de l'apprentissage aussi de Mastodon, de savoir qu'il y a des instances plus fiables que d'autres. Alors, il y a un mini système de certification dans Mastodon qui permet de dire, je donne mon URL, l'URL de mon blog ou de mon site officiel ou autre, au serveur qui gère mon compte, et le serveur peut valider que il envoie une petite clé, un petit jeton de vérification, et le serveur affiche, donc permet aux autres utilisateurs de voir qu'il a bien vérifié que l'utilisateur correspondant est bien la personne derrière tel site ou telle adresse courriel. Je sais plus exactement ce qu'on peut faire, il y a différentes options. Donc ça permet une petite certification collaborative large. C'est un bon palliatif. Et précisons que sur les instances, par exemple, il y a des journaux, des médias qui ont créé leur propre instance. Par exemple, Mediapart a créé sa propre instance. Oui. Donc les journalistes sont sur l'instance de Mediapart. Donc dernière intervention sur Mastodon avant qu'on fasse une petite pause musicale pour reprendre des forces. Je crois que tu voulais intervenir, Mag ? Justement, je voulais parler de Mediapart qui vient de créer son instance, puisque la soirée où j'ai rencontré René Chapuis, j'ai aussi rencontré Gaëtan Lefebvre. Lefebvre, et voilà. C'est Renaud Chapuis. Ah, pardon. T'as dit René. Ah. Je suis vraiment désolée. Je peux pas dire que c'est à cause du décalage, que c'est par téléphone, que le son passe mal. Non, ça marche pas. Si, ça peut marcher. Bref, ça peut marcher, ok, oui. Super. Donc j'ai rencontré Gaëtan qui était très content de dire que Mediapart avait sa propre instance et donc que c'était ouvert à plein d'autres personnes. Et donc il nous avait expliqué toutes les raisons pour lesquelles le journal a quitté les réseaux sociaux pas libres pour venir sur Mastodon. Et la réflexion est assez intéressante, donc je vous conseille d'aller récupérer la vidéo de cette soirée, même si j'ai dit une grosse bêtise à un moment donné, parce que ça vaut vraiment le coup. Okay. Elle a été envoyée à l'April, donc ça devrait pas tarder à apparaître sur nos sites. Écoutez, si quelqu'un peut le mettre sur la zone de chat, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, comme ça permettra aux gens qui nous suivent de la voir et puis nous de la rajouter dans la page des références. On va faire une petite pause musicale parce qu'on en a quand même besoin. Ah, la sonnette a un peu de mal aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, la sonnette. Voilà. C'est parce que je suis pas là. C'est parce que t'es pas là, exactement, et tu nous manques. Alors, le choix de la pause musicale est un choix de Vincent Calam. Nous allons écouter Dig Deeper par 3Go. J'espère que ça se prononce comme ça. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. I'm stuck in my room. I'm writing pointless songs. I'm writing songs about you. It's like I'm digging deeper to find you.
d'écouter Dig Deeper par 3Go, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors nous allons poursuivre notre discussion au Café Libre, toujours avec Vincent Calam et Pierre Bessac, avec moi autour de la table, dans sa librairie Magali Gardero, alias Bouquinette, toujours Étienne en régie qui intervient quand il le souhaite également. Alors là on va parler un petit peu principalement aux ferrovipates, les fans du ferroviaire, des trains. Alors c'est même pas Pierre, qui est pourtant un ferrovipate connu, qui a proposé ce sujet, c'est moi, mais je trouvais ça vraiment très intéressant, un sujet qui parle donc des trains en Europe et de l'interopérabilité basée sur du logiciel libre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pierre ? Oui, alors ce sont trois grandes compagnies, la SNCF, donc les chemins de fer français, la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, et les CFF, les chemins de fer fédéraux suisses, plus l'UIC, Union internationale des chemins de fer, qui se sont associés pour promouvoir le logiciel libre en matière ferroviaire. Alors il y a du boulot, parce que le ferroviaire, c'est des compagnies nationales avec des systèmes nationaux, des protocoles nationaux, des formats de fichiers, des systèmes d'horaires, de tarifs, tout ça est géré de manière nationale. Et avec l'Union européenne, on a les moyens d'un petit peu de libérer tout ça. Alors il y a des initiatives au niveau signalisation pour harmoniser ça au niveau européen. Donc la signalisation, ce qui permet à une locomotive française, il y a quelques années, pouvait pas aller sur le réseau allemand parce que c'était pas les mêmes systèmes, il fallait que chaque locomotive soit équipée pour tous les systèmes de signalisation des différents réseaux, donc ça compliquait fortement l'interopérabilité, donc c'est le même mot qu'en informatique, faire coopérer tout ça. Peut-être que tu peux préciser ce que veut dire interopérabilité dans un langage compréhensible par tout le monde. Oui, alors l'interopérabilité, c'est la possibilité pour un système de fonctionner à partir d'une description technologique, enfin technique, des mesures à respecter en fait, des protocoles et du fonctionnement à respecter. Ça permet à deux systèmes conçus par des opérateurs ou des personnes différentes de fonctionner ensemble. Donc c'est évidemment, il y en a partout dans les réseaux, il y en a dans les formats de fichiers, il y en a à tous les niveaux, il y en a pour l'automobile, enfin il y en a dans tout ce qui concerne les communications et le transport en fait. Donc là en ferroviaire, il y a des progrès à faire parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont été développés de manière historique pour des réseaux nationaux, des trucs assez anciens, notamment au niveau horaire, il y a un système qui s'appelle AFAS, HAFAS, qui est le système d'échange d'horaires pour les trains internationaux, mais qui est complètement fermé. Il y a pas c'est un truc, ce qu'on appelle des logiciels métiers, donc qui sont développés par des sociétés qui le vendent à quelques gros clients. Et là, j'ai cru comprendre aussi que l'un des premiers projets sur lesquels alors on va donner peut-être le nom d'ailleurs de l'initiative qui s'appelle OpenRail. OpenRail, voilà. L'un des premiers projets sur lesquels cette initiative travaille, c'est sur la billetterie, apparemment. Voilà, oui, parce qu'il y a la billetterie, c'est un gros pins entre pays, comme on le voit à chaque fois qu'on veut prendre un train, qu'on veut voyager à l'international. Il y a beaucoup même d'harmonisation d'horaires à faire. Les correspondances aux frontières sont pas toujours optimisées pour avoir les meilleurs trajets lorsqu'on ne peut pas avoir un train direct. Les achats de billets, ça commence à progresser, mais c'est pas super simple. Par exemple, les plateformes SNCF ne vendent pas les billets de la concurrence, notamment Trenitalia qui fait des trains entre Paris et Milan. Il y a d'autres plateformes qui sont plus ouvertes. Enfin, il y a énormément de boulot de ce côté-là. Il y a aussi, alors il y a les Français de la SNCF ont développé quelque chose qui s'appelle OSRD, Open. Alors j'oublie le développement, pourtant je l'avais noté dans un coin. C'est une sorte de façon de jouer au train électrique à partir des cartes collaboratives type OpenStreetMap et de simuler les horaires et de vérifier que les horaires sont gérables par rapport au réseau existant. Il y a tout un tas d'initiatives autour de ça parce que l'initiative est très large. C'est vraiment favoriser la coopération entre réseaux à tous les niveaux, au niveau infrastructure, au niveau horaire, au niveau billet, pour partager les besoins et essayer d'harmoniser tout ça à l'échelle européenne. Alors OSRD, c'est Open Source Railway Designer. Merci beaucoup. Donc qui se traduit en français par, je te laisse traduire. Conception logiciel libre de chemin de fer en fait. De chemin de fer, ouais. Voilà. Et on précise donc que la SNCF, depuis plusieurs années, et je te passe la parole, Bouki, je vois ton petit message juste après, est bien investie dans le logiciel libre parce qu'elle fait partie des structures fondatrices d'une autre initiative qui s'appelle TOSIT. Alors c'est
The Open Source We Trust, je crois, et donc ça veut dire le logiciel dans lequel on a confiance, qui travaille plus sur la partie vraiment logicielle, notamment les bases de données, pour travailler avec les projets, de s'assurer effectivement qu'il y ait une pérennité, des aspects sécurité, et ça regroupe des grandes structures. Il y a Orange dedans, je crois qu'il y a France Télécom aussi, oui, mais Orange c'est France c'est anciennement France Télécom. Je crois qu'il y a peut-être France Travail, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Il y a différentes structures en tout cas, et je crois que normalement on espère les avoir en tout cas au second semestre. Donc voilà, la SNCF était bien investie là-dedans. Magali, tu voulais réagir? Oui, parce que sur l'article, Pierre a cité 4 pays, 4 entreprises. Il me semble, il y a des Belges qui sont venus s'insérer dans ce projet-là. Il y a même des Marocains qui sont venus. Donc on sort un peu du niveau juste européen et on commence à s'étendre. Et je trouve que c'est un très beau message à envoyer. Le fait que tout le monde soit interopérable, c'est peut-être quelque chose qui aurait dû être pris dès le départ, quoi, comme les chargeurs téléphones qui ont tous la même prise USB. Bon, bref, c'est du détail, mais j'adore ce mot interopérable, donc j'adore le dire. Les chargeurs de téléphone sont tous les mêmes partout? Non, alors là, je crois pas tous les mêmes partout, mais ça devrait. Ça devrait. Toi, mon téléphone, il m'a dit un message. Mais ça devrait. Tout devrait être. Je lis et je crois standard. que Vincent, je vais laisser réagir Vincent parce que je crois qu'il voulait parler d'un point de vue historique, mais je vais dire dans l'article dont on parle, qui est sur, pareil, il est en référence sur libravou.org/240. C'est un article de, j'ai même pas noté de qui c'est. Un site de CIO Online. Il était indiqué qu'un autre objectif, c'est aussi de collaborer avec des fabricants pour élaborer des normes et stimuler l'innovation. Donc voilà, c'est aussi travailler avec les gens qui fabriquent du matériel. Vincent, je crois que tu voulais parler d'un point de vue historique. Oui, c'est-à-dire que l'interopérabilité est un très très vieux sujet dans les trains, puisque même il y a la problématique de la largeur d'écartement des rails qui, par exemple, en Espagne pendant longtemps, l'Espagne n'a pas le même écartement, donc en fait ce n'était pas opérable au changement de la frontière, et qu'il y avait eu déjà une première conférence à Berne en 1886 qui avait il y avait l'Allemagne, notamment la France, la Suisse, en fait les retrouve l'Autriche-Hongrie, qui avait déjà fixé des normes d'interopérabilité. Il y a une fameuse pièce, c'est dans Wikipédia, ils en parlent, la clé de Berne, qui était d'avoir une clé, le même format de clé pour ouvrir et pour manipuler les choses. Donc en fait, l'interopérabilité est un grand sujet pour le train depuis longtemps. Donc on peut se réjouir. On peut se réjouir, mais d'un autre côté, plus ça sera interopérable, plus la mise en concurrence sera facile. Donc c'est aussi un sujet sensible politiquement, puisque l'interopérabilité facilite la mise en concurrence sur des lignes. Et de lutter contre des oppositions dominantes. Oui, mais ça va dans les deux sens. Voilà, ça va dans les deux sens. Oui, mais je dis ça parce qu'on a un sujet après sur l'abus de position dominante, justement interopérabilité. C'est pour ça que je dis ça. Après, est-ce qu'un service public est une position dominante? C'est ça la question. Voilà. Alors, paradoxalement, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, tu pourras peut-être nous dire, mais il se disait que les choix d'écartement différents sur le continent européen, notamment, avaient été faits pour empêcher les invasions militaires. Donc, évidemment, si un convoi militaire doit traverser la frontière et ne peut pas utiliser les rails de l'autre côté de la frontière pour envahir un pays et envoyer des troupes, ça complique. Donc ça avait été, paraît-il, pensé pour éviter. Ça n'arrive plus. Il n'y a plus de problème de ce côté-là. C'était l'explication qui était donnée pour la Russie, mais je pense qu'il y a aussi le fait que les réseaux ferroviaires n'ont jamais été construits à partir des capitales et sont connectés que très rare. Qu'après que les choix aient été faits, quoi. On va préciser que Vincent est particulièrement intéressé par l'interopérabilité franco-suisse, vu qu'il est lui-même franco-suisse. Tout à fait. Alors, une précision, la CFF, en termes d'interopérabilité au sein même de la Suisse, est très bonne parce que quand on est usager, c'est transparent, mais il y a plusieurs compagnies ferroviaires en Suisse et ça se fait très très bien au niveau billetterie, au niveau des horaires, tout est
Donc la coexistence de plusieurs compagnies est possible. Tu veux dire qu'en France c'est plus compliqué que la SNCF fait tout pour empêcher par exemple Transitalia et d'autres de venir sur le Oui, marché? il y a un problème de dialogue. Il y a aussi le problème de dialogue entre la SNCF et les régions. C'est ça le gros sujet avec les TER. Même dans ça. Ça dépasse le cadre du logiciel libre et autres. Mais on pourrait accuser le logiciel libre de faire jeu avec le libéralisme économique. Bon, je crois qu'on consacrera un jour un sujet, cette émission, une émission sur ce sujet. Le temps passe vite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la partie train? Juste un mot, Vas-y, c'est annexe à OpenRail lui-même. Il y a pas mal de conférences FOSDEM sur des logiciels libres liés au ferroviaire. Notamment, j'en ai vu passer une sur l'optimisation de la consommation énergétique des locomotives pour consommer le moins possible pour un trajet donné en respectant l'horaire. Alors le FOSDEM, c'est un événement de début premier week-end de février à Bruxelles. Donc c'est sur fosdem.org et donc forcément, a priori, ce sera en anglais. Je le précise tout de suite. Oui. Mais aujourd'hui, il y a sans doute des outils de traduction qui permettront d'aider. Mais en tout cas, vous allez sur fosdem.org, je pense que les vidéos sont disponibles. Magali, sur les trains, tu veux rajouter quelque chose? Toi qui aimes bien les trains, et notamment les trains couchettes, pour aller dans les lignes, faire ton tour de France des libristes. Ouais, non, je veux rien rajouter. Ok, on passe au sujet d'après. Alors, Vincent, il n'y a pas très très longtemps, on a parlé de Wikipédia, donc pour parler, si tu disais sur la page Wikipédia quand tu parlais sur l'historique. Alors, mais en fait, tu fais les enchaînements, c'est pour ça que je te le dis, parce que maintenant on va parler de Wikipédia. Et tout à l'heure, on a parlé de Mediapart, donc un journal sérieux, et là, on va parler du Point. Un journal. Oh, c'est joli quand même, c'est gentil. Hein. Non, voilà, un sujet suivant donc qui a été proposé par Magali, c'est les soucis que rencontre Wikipédia avec le Point, ou l'inverse, je ne sais pas. Sachant qu'un livre va apparaître bientôt sur le sujet, c'est ce qui était marqué dans les échanges de préparation. Donc, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, Magali, ce qui se passe entre Wikipédia et le Point, le magazine français? Alors déjà, je vous dirais que vous ne trouverez pas ce futur livre chez moi, puisque j'ai décidé de le boycotter. Parce qu'il est chez Fayard? Je sais plus chez qui il est, mais c'est pas... Mais ça pourrait. En fait, ce qui se passe, c'est que vous connaissez l'encyclopédie Wikipédia. La plupart des gens peuvent intervenir pour écrire des articles, en améliorer, en justifier certains, apporter des sources secondaires ou primaires. Il se trouve que sur la page du journal Le Point, il y a des bénévoles qui ont mis certaines références. Alors, je ne vais pas prendre parti, mais en tant que présidente de l'April, j'ai été démarchée pour appuyer un article qui avait été fait parce que un des journalistes du Point s'en est pris un des bénévoles sous prétexte qu'il n'avait pas à mettre les chroniques que le journaliste avait lui-même écrites. C'est compliqué, mais en gros... Les bénévoles de Wikipédia agrémentent l'encyclopédie sur la page du Point, concluent certaines choses qui ne conviennent pas au Point. Le Point n'est pas content de ce que les bénévoles peuvent mettre sur cette page qui, du peu que j'ai vu, correspondent juste à la réalité. Et donc ils ont lancé une grande campagne de désinformation totale sur Wikipédia, de menaces de bénévoles. Et puis là j'ai vu une pétition de 50 personnes qui viennent tomber très bas dans mon estime, qui signent cette pétition contre Wikipédia. Et une mise en demeure aussi. Et une mise en demeure. Pierre ou Vincent? Pierre. Ouais, alors j'ai vu l'épisode, effectivement Le Point n'y a pas été de main morte, ils ont publié une série d'articles, un par jour pendant une semaine. Cela dit, j'ai l'impression quand même que Le Point avait été un peu maltraité sur sa page et ils ont peut-être un peu surréagi, mais sur le fond, il y a quand même, dans la communauté Wikipédia, j'ai découvert le mot à cette occasion d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des pauvres pushers, donc des gens qui poussent leur point de vue en fait, donc qui altèrent un peu la neutralité des pages, et c'est pas systémique dans Wikipédia, donc ça dépend des sujets, ça dépend des domaines, suivant l'équilibre des contributeurs, et lorsque des contributeurs arrivent un petit peu à se mettre, qui ont beaucoup de temps pour suivre les procédures Wikipédia à la lettre, arrivent à se mettre sur une page pour l'orienter dans un sens qui va dans leur point de vue, c'est difficile à faire rectifier. Parce qu'il faut avoir beaucoup de temps là-dessus et tout le monde ne l'a pas. Donc il y a quand même quelques
peut-être quelques assouplissements à faire côté Wikipédia pour éviter qu'il y ait des espèces de forteresses, de pages tenues en forteresse dont le point de vue ne soit pas jugé suffisamment neutre par les personnes concernées. Et alors après, il y a une pétition d'un certain nombre de personnes qui toutes plus ou moins s'estimaient maltraitées par leur page ou dont la page avait été supprimée. C'est difficile de... Voilà, je ne mettrai pas tout le tort du côté du point. Voilà, en gros, je pense qu'il y a... D'ailleurs, Wikipédia a fait... Enfin, les contributeurs ont fait des efforts après parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, la page du point a été un petit peu remise au carré, quoi. Enfin, ça a été les choses les plus... Est-ce qu'il y avait un contributeur qui considérait que tout ce qui était à droite de la gauche était d'extrême droite? Il y avait des noms d'oiseaux qui ont volé ici et là, et donc ça a été un petit peu réorienté quand même. Donc ça se termine plutôt pas mal, je trouve, en fait. Alors, je ne sais pas si ça a terminé, parce qu'il y a quand même une mise en demeure du point contre Wikipédia. Il y a également, tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, c'est sans doute Mag, que le journaliste qui est un peu à l'auteur, à l'origine de tout ça, donc Erwan Seznek, a procédé à des menaces non voilées, tendant à vouloir révéler l'identité réelle d'un des contributeurs de Wikipédia. Alors, il faut rappeler que les contributeurs de Wikipédia peuvent intervenir sur leur nom, mais aussi en pseudonymat. C'est pas de l'anonymat, parce que ça peut être levé si par exemple mais sur une décision de justice, et là ce journaliste avait clairement laissé entendre qu'il allait donner des informations permettant de... Alors j'entends dans le casque un truc qui vibre, je sais pas ce que c'est. La perceuse électrique. Ouais, qui joue de la perceuse électrique. Donc de révéler des informations personnelles sur cette personne-là, donc c'est ce qu'on appelle du doxing, donc c'est quand même quelque chose de très grave. Je crois qu'il y a eu un débat aussi sur l'importance des sources, parce qu'en fait dans Wikipédia il y a qui sont toujours basées sur des sources, alors primaires, secondaires, tertiaires, que les gens forcément ne maîtrisent pas toujours tellement. Mais moi j'ai noté dans l'article de Next, qui est en référence dans le site, sur la page de l'émission, donc libravou.org/240, et je laisserai évidemment Magali et Vincent réagir. En fait, ce que le point disait globalement, c'est que la page présentait le magazine comme étant d'extrême droite. Et David Monio, chercheur en informatique et contributeur historique de Wikipédia, précisé donc dans l'article sur Next, l'article relatif au point ne dit pas que le magazine est d'extrême droite. Il pointe des sources qui disent que certains thèmes du journal sont proches de ceux de l'extrême droite. C'est pas exactement la même chose quand même. Et puis, je vais conclure dans la conclusion de l'article, et je vous laisserai réagir. Un universitaire, Jean-Noël Lafargue, souligne le contexte très particulier dans lequel intervient la charge du point. Quelques semaines après qu'Elon Musk ait intensifié ses attaques à l'encontre de Wikipédia, parce que Elon Musk aussi a fait des attaques sur Wikipédia. Et Jean-Noël Lafargue reprend l'idée déjà exprimée par David Monio, selon laquelle peut-être le caractère anticommercial de Wikipédia leur vaut cette opprobre, et je cite, « Quoi de plus inquiétant, quoi de plus subversif dans un monde marchand que ce qui ne peut être acheté ? Si Wikipédia est politique, ce n'est peut-être pas parce que je ne sais quel tropisme woke entre guillemets, je connais plus d'un Wikipédien clairement d'extrême droite, c'est par sa résistance aux intérêts mercantiles, par sa capacité, par sa défense de la connaissance et par la solidité de ses principes fondateurs. » Qui veut réagir? Vincent, Magali? Ou pas besoin, pas forcément, mais... Oui, non, c'est presque étonnant qu'il y ait à nouveau ces questions-là. On a l'impression que Wikipédia est tellement dans le paysage depuis 20 ans déjà, que c'est étonnant qu'il y ait à nouveau cette offensive. Et puis, donc, on peut se poser les questions sur les motivations de cette offensive. Et puis, je me demande si maintenant le point sera considéré comme une source par Wikipédia. Effectivement. Pierre? Wikipédia souffre d'un handicap dans certains milieux, c'est de ne pas être commercial, effectivement, d'avoir, enfin, il y a quand même des dons, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires commercial autour de Wikipédia, donc ça oblitère, enfin ça rend plus difficile le fait d'être audible dans certains milieux, et effectivement, comment dire, de manière naturelle, le contributif c'est plutôt l'œuvre de bénévoles, et sinon il y a aussi des gens qui veulent manipuler les pages pour des raisons commerciales, mais qui sont payés pour ça, mais qui le font à pour un client. Donc c'est un peu compliqué. Et je sais pas s'il n'y a pas aussi une question de binarisation de la vie politique, enfin de l'opinion, avec les gens qui s'opposent en fait sur le fait d'avoir plus que des points de vue extrêmes. Un truc que j'aime bien chez Wikipédia, c'est d'expliquer que la neutralité, c'est pas la moyenne entre les deux points de vue extrêmes. C'est pas si simple que ça en fait. Et on a tendance peut-être un petit peu à l'oublier dans la vie, dans le débat public aujourd'hui. Magali, en conclusion, avant qu'on passe au prochain sujet.
Oui, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de Wikipédia, c'est que justement, elle n'est pas commercialisable. Sinon, je pense qu'on aurait déjà un Musk qui l'aurait racheté, qui l'aurait perverti en réécrivant l'histoire, en redonnant plein d'informations. Donc, continuons à avoir un Wikipédia qui soit un véritable bien commun non commercial et un exemple pour qu'on puisse citer pour expliquer ce que c'est que la notion du libre, tout comme OpenStreetMap, qui est aussi quelque chose de formidable. Eh bien, belle conclusion. On passe au sujet suivant. J'adore cette sonnette. Qui donc, je crois que c'est aussi Mag qui a proposé. Donc là, tout à l'heure, on a parlé d'interopérabilité, on a parlé d'abus de position dominante. Non, c'est toi, Pierre, qui a proposé ? Non, peut-être un dernier mot sur Wikipédia, puisque c'était par rapport au sujet. Wikipédia n'a pas, la fondation Wikimedia, qui gère Wikipédia, n'a pas été invitée aux auditions à l'Assemblée nationale la semaine dernière sur l'IA et la propriété intellectuelle. Donc c'est aussi lié à au fait que tout ce qui est libre n'est pas considéré commercialement intéressant et donc n'est pas tellement audible auprès des parlementaires. D'accord. Là, c'est un peu embêtant. Donc c'était de l'article de Silicon, donc que vous retrouvez sur libravou.org/240. Un refus d'interopérabilité peut constituer un abus de position dominante. C'est dans un dossier qui oppose Google, une petite structure, à une entreprise italienne autour d'Android Auto et de l'application Juice Pass. Magali, est-ce que tu veux nous expliquer ? Alors, comme ça fait un moment que je l'ai lu, je ne l'ai plus vraiment en tête. Mais en gros, c'est une petite entreprise italienne qui avait demandé à pouvoir apparaître sur la plateforme Play Store de Android. Et ça lui avait été refusé. Donc, après, dans mes souvenirs, il y a eu une action en justice qui a duré 3 ou 4 ans. Et non, donc, c'est pas exactement ça, Mag. Alors vas-y, parce que du coup, je suis sur autre chose. D'accord, oui, non. Ça y est, je l'ai depuis 2020. Voilà, en fait, c'est l'entreprise italienne qui s'appelle Enel avait lancé en 2018 l'application Juice Pass qui permet de localiser et de réserver des bornes de recharge de véhicules électriques. Et en fait, pour faciliter la navigation vers ces bornes, Enel avait demandé à Google de rendre l'application compatible avec Android Auto. Donc là, c'est qu'on parle de l'interopérabilité, sachant que Android Auto, en fait, c'est la version d'Android qui est conçue pour les tableaux de bord des voitures, en fait. C'est-à-dire le Android que vous avez pour certaines personnes sur votre téléphone, une version modifiée est disponible sur les tableaux de bord des voitures. Et en fait, le groupe Google avait refusé cette interopérabilité, donc donner les informations nécessaires à l'entreprise italienne pour pouvoir être compatible avec son système d'exploitation pour voitures. Et donc l'entreprise italienne a attaqué. Et évidemment, donc c'est à partir de, donc tu l'as dit, je sais plus, il y a eu un 2019. 2019. Il y a une décision du Conseil d'État italien qui s'est tournée ensuite vers la Cour de justice de l'Union européenne, qui au final a donné raison à l'entreprise italienne. Je crois qu'apparemment Pierre a dû lire l'article. Alors pas vraiment, là j'ai pas trop suivi. J'avoue, ok, d'accord. Et donc en tout cas, vas-y Mag. Ce qui me tue, c'est qu'en fait Google a totalement une position de domination. Il peut refuser justement de faire cette interopérabilité et à côté pousser d'autres logiciels comme Google Maps ou le petit Waze là avec la voiture et une tétine et du coup, c'est une concurrence totalement déloyale, quoi. Et on peut rien faire parce que même si la justice donne raison à la petite entreprise italienne, même s'il y a des questions qui sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne, Google ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Alors, n'ayant pas eu et dans l'article, ils n'en parlent pas, je ne sais pas s'il y a une amende financière ou autre, s'il y a des obligations de donner les informations d'interopérabilité, ça je ne sais pas. Donc, en tout cas, on va suivre ce dossier-là, à moins que Vincent veuille réagir. Vincent ? Moi, je suis plutôt optimiste, parce que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il y a un arrêt de la Cour européenne de justice, parce que le droit, c'est des lois, mais c'est beaucoup de jurisprudence, et ça va permettre... moi, je dis à chaque fois chapeau pour ceux qui portent plainte les premiers, pour ceux qui mènent ça sur des années à un procès, mais ensuite ça aide beaucoup pour ceux qui suivent, qui vont là peut-être que maintenant que Google sera pris dans la main dans le sac dans une autre situation, sera beaucoup plus facile pour d'autres de porter plainte, et là Google il hésitera à 2 fois parce qu'il saura qu'il a déjà perdu une fois. Donc là c'est quand même une très bonne nouvelle. Ou d'autres personnes. On va passer juste au dernier sujet prévu, on n'a même pas 3 minutes.
Mais ça va être rapide, hein. Je pense que Pierre est capable de maîtriser ça en moins de 2 minutes. Laisser Oula, tu rêves. Vincent et Bouki, bon, sinon je le coupe de toute façon parce que je veux dire, je suis le maître du temps, moi j'ai la sonnette. N'hésitez pas. Non, c'est sûr, rapide parce qu'en fait c'est la polémique autour de, polémique, les débats qui ont lieu autour des changements récents dans les conditions d'utilisation de Firefox concernant le partage des données avec des partenaires. Est-ce que tu peux juste nous résumer rapidement ce qui s'est passé, Pierre? Firefox avait fait une promesse qui était dans sa FAQ, qui était quasiment son slogan, on ne partagera jamais vos informations, ça restera toujours comme ça. Et la mention a disparu du jour au lendemain, provoquant pas mal d'émotions. Et la fondation Mozilla qui gère Firefox a fini par émettre un communiqué rassurant pour dire vous inquiétez pas, il y a pas de changement fondamental. C'est pire que ça, c'est qu'ils ont rajouté une mention. C'est pas uniquement ça, c'est qu'ils avaient rajouté la mention une licence mondiale non exclusive et excluant toute redevance pour l'utilisation de ces informations, donc les informations des personnes qui utilisent Firefox, pour aider Mozilla à naviguer, utiliser et interagir avec pour vous aider à naviguer, utiliser et interagir avec du contenu en ligne dans le cadre de votre utilisation de Firefox. Donc en gros, la crainte c'était qu'on avait l'impression que toutes les données qui transitaient par notre Firefox, Mozilla allait pouvoir l'utiliser quels que soient leurs besoins, et en plus c'était quelques temps après le rachat d'une entreprise spécialisée dans la publicité, si j'ai bien suivi. Oui. Donc effectivement il y avait des gros doutes là-dessus. Alors c'est quand même à surveiller parce que il y a tout un enrobage juridique autour. C'est un peu toujours la question des juristes corporate qui font des conditions générales blindées, ultra bétonnées et qui peuvent enlever pas mal de droits aux utilisateurs. Donc il faut quand même être vigilant à ça et qui se rendent pas forcément compte ou qui feignent de ne pas se rendre compte des impacts sur les droits des utilisateurs. Il faut préférer les juristes qui travaillent dans les ONG ou les associations comme l'April, qui sont là pour redonner des libertés aux utilisatrices et utilisateurs. Si un juriste vous dit il y a marqué noir, mais en fait ça veut dire blanc, il faut toujours se méfier. 30 secondes peut-être chacun et chacune. Vincent, Max, si vous voulez réagir là-dessus, ou pas obligé, hein. Je crois que Mag est partie ou elle est avec une pelle. Non. Ok. Que tu voulais réagir là-dessus sur Firefox? Non, 30 secondes c'est pas assez. Bah vas-y, 45 secondes. Ça négocie. Non mais vas-y, parce que la pause musicale on peut la réduire après. Vas-y. Voilà. Juste Firefox, c'est quand même une communauté de pas mal de gens qui travaillent sur plein de sujets. Donc là, on parle de cette petite phrase-là, mais je me rappelle de la conf éclair qui a été faite le week-end de l'AG, où ils nous parlaient la possibilité d'avoir plein d'onglets, de regrouper des onglets. Enfin bref, ils font énormément de choses à Firefox, donc faisons-leur de la pub sans oublier d'être vigilants. Voilà, exactement. C'est une conférence de Christophe Villeneuve et je pense que à un moment ou un autre, alors peut-être d'ici la fin de la saison ou la prochaine, on consacrera un sujet à Firefox et aussi à la Fondation Mozilla, qui sont deux choses un peu différentes, quand même, pas tout à fait. Faut préciser Vincent. que dans le cas de la conf, c'est un exemple avec 7000 onglets ouverts. Voilà, 7377, quelque chose comme ça. Oui, non, alors il y a Pierre qui ouvre des grands yeux. Nous aussi, on a ouvert des grands yeux. Oui, mais j'en suis plutôt à 250 onglets, c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, merci. On a abordé tous les sujets prévus. Alors, le dernier rapidement, mais en tout cas, on a abordé tous les sujets prévus. Donc, le Café Libre, donc avec Pierre Bessac, Vincent Calam, Magali Garnero, Bouquinette, qui sera de retour la semaine prochaine pour un autre Café Libre, mardi 1er avril, qui sera peut-être un petit peu particulier. On verra l'actualité qu'il y aura. Donc, je vous remercie en tout cas. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, toutes les références qu'on a citées, donc les articles de presse, sont sur la page consacrée à l'émission du jour, libreavou.org/240, et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc. Alors la pause musicale, je suis très content parce qu'en fait, c'est en musique libre. Souvent, les artistes sont assez anciens, ne font plus, ne tournent pas. Et là, c'est un groupe qui tourne encore. Donc, je vous annoncerai où vous pouvez le retrouver bientôt. Nous allons écouter Egger par Stone from the Sky. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Hager par Stone from the Sky, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY 3.0. Et donc j'en profite pour signaler que Stone from the Sky sera au festival Graf Zeppelin au Mans le 31 mai 2025. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au beau goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires et aux examens et décuple le sex appeal. Retour de l'être aimé, il ou elle reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Bon, évidemment, ça est écrit par Luc, je lui laisse la responsabilité. Le thème du jour de la Pituite de Luc, qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? Pituite exceptionnelle. Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'Elon Musk. Ah, pas tout à fait. C'est pas facile, hein. J'ai compris grâce à lui et quelques autres de ses compères que les visions de l'univers des astronomes comme des platistes sont erronées. Copernic s'est planté. L'univers est en réalité omphalotropique. Cherchez pas, c'est moi qui ai inventé l'expression. Pour faire un télo à bon compte, ça vient du grec omphalos, le nombril. À l'évidence, le monde orbite beaucoup autour de celui de Musk ces temps-ci. Mais il y a plus intéressant que le bonhomme lui-même. La cristallisation de la contestation un peu partout dans le monde autour de ces bagnoles retient mon attention. Les ventes plongent, concessions crament, les propriétaires se font doxer. La presse parle beaucoup de sa valorisation boursière en chute libre, mais si on regarde son évolution, elle avait explosé depuis 6 mois, et pour l'heure, ce n'est qu'une régression vers son niveau précédent. Vu de ma chaise, ça ressemble à une attaque en règle contre lui. Il faut savoir que la fortune qu'il a déversée pour acheter Twitter vient en grande partie d'un emprunt adossé à ses actions Tesla. Si l'action plonge réellement, alors sa solvabilité sera très précaire, et ce n'est pas TwitterX qui va faire rentrer du cash. C'en est au point que même le golfeur qui occupe la Maison Blanche entre deux parties fait de la retape et menace les vandales de 20 ans de prison pour sauver le business de son exécuteur des hautes œuvres. C'est que c'est fragile ces petites choses-là. Les voitures, mais aussi le château de cartes qu'est l'empire de Musk. Je retrouve donc un peu d'espoir à voir une riposte qui attaque le petit portefeuille sensible de Musk qui palpite là où les autres humains ont un cœur. Les entreprises de la tech, comme on dit, sont coutumières des valorisations boursières délirantes et on voudrait nous faire croire que c'est légitime. Ils innovent, ils écrivent le futur, ce sont des génies. Et pourtant, dans le cas de Tesla, des choses bizarres se passent. Les actionnaires commencent à s'impatienter de ne pas voir de nouveaux modèles débouler, alors que la concurrence a largement rattrapé son retard. Oui, la boîte est de plus en plus rentable, elle a commencé à gagner de l'argent en 2019, mais mis à part la blague du Cybertruck, elle n'a pas sorti de nouveaux modèles depuis 2017. C'est plus facile de faire du bénéfice quand on n'investit pas, je suppose. Musk a récemment annoncé un projet de robotaxi entièrement autonome qui a été immédiatement suivi de la démission de 4 de ses subordonnés directs. 8 ont quitté la boîte dans l'année. En 2024, il a retenté de se faire payer une rémunération exceptionnelle de 56 milliards, ce qui représente 8 fois le bénéfice de l'année. Caramba, encore raté, la justice a bloqué la manœuvre une seconde fois. C'est comme si Musk avait perdu son mojo. Toujours vu de ma chaise, c'est bizarre, mais en plissant un peu des yeux, on dirait que ce gros merdier a la forme d'une bulle. Et Tesla n'est pas une exception. Professionnellement, je connais 2 solutions concurrentes. L'une développée depuis 15 ans par une équipe de 3 devs d'une PME française. L'autre est développée par une de ces entreprises de la tech depuis 15 ans aussi. Ils ont toute la panoplie. Les tours de table successifs jusqu'à collecter presque $1 milliard, la valorisation délirante, l'absence de bénéfices et la prétention d'être les meilleurs du marché. Cette dernière a notamment mis un de leurs clients dans la merde jusque par-dessus la tête. Sur le périmètre précis que je connais, ils ont dû facilement déverser 10 fois plus de budget que la solution de la PME. Pourtant, l'écart fonctionnel entre les deux n'est pas énorme. Avec $1 milliard, ils auraient dû écraser toute la concurrence qui est loin d'être aussi riche. Où est passé le pognon ? Je plisse à nouveau un peu des yeux pour essayer de le découvrir et soudain, j'ai encore l'impression de voir une grosse bulle. Parce que des bulles, j'en vois partout. Quand je lis par exemple que Temu perd $30 à chaque fois qu'ils font une vente, qu'il y a plus de logements vides en Chine que d'habitants, et que le chômage des jeunes y monte encore et encore. Crypto, IA, des bulles partout. J'ai l'impression d'être plongé dans un bain moussant, mais pas le genre quantique de Michel Onfray. J'ai également appris récemment que même dans un grand groupe qui a toujours mis toutes ses billes chez les GAFAM, le doute s'est installé. Le chaos est en marche, et ils s'aperçoivent soudain que leur dépendance a de bonnes chances de leur péter à la gueule. Alors puisque notre avenir c'est le chaos, que ces bulles pètent au plus vite. L'attention se recentrera, je l'espère, sur les gens qui font des trucs utiles, sans poudre aux yeux, avec des méthodes loyales et qui répondent simplement aux besoins. Et ça, on en a plein dans l'informatique libre. On va passer aux annonces de fin.
Dans les annonces, Share Alike, la série documentaire sur les licences libres et la création, une série de 9 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. Le premier épisode a été publié le 24 mars 2025. Côté des événements, l'April sera présente avec un stand à Innov, vendredi 4 et samedi 5 avril 2025 à Vigneux-sur-Seine en Essonne. Et le Libre en Fête continue donc jusqu'au 6 avril 2025. Vous trouverez toutes les infos utiles concernant ces annonces sur la page de l'émission consacrée à l'émission du jour, libreavou.org/240. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Laurent et Laurette Costi, Bouquinette, Pierre Bessac, Vincent Calam, Luc aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Je remercie également l'équipe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Doniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, Quentin Gibaud, Théocrite et Nuit. Je me permets un peu d'auto-promo pour une autre émission de la radio Cause Commune que j'ai le plaisir de co-animer. Il s'agit de Chemin de Traverse chaque mercredi de 22h à 23h30. Une émission centrée sur les parcours individuels, les engagements, les passions. Et demain, mercredi 26 mars, notre invité est Laurent Vargon. Après avoir été plus de 10 ans responsable informatique, Laurent a rejoint en 2017 Easter Eggs, une entreprise du numérique libre, et a ainsi trouvé ce qu'il souhaitait, être associé dans une entreprise citoyenne et produire des services en logiciel libre. Nous allons également parler de ses activités bénévoles et professionnelles face à l'urgence climatique. Donc rendez-vous mercredi 26 mars à 22h en direct sur Cause Commune, ou plus tard en podcast. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 1er avril à 15h30. Notre sujet principal sera de nouveau un café libre. Un café libre peut-être un petit peu spécial, nous verrons bien. En attendant, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er avril. Et d'ici là, portez-vous bien.